D'accord, d'accord. Moi, je verrais bien de grands panneaux. Ça y est, Monsieur Arthur est en train de se connecter. Ouais, mais apparemment son internet ne fonctionne toujours pas. Comme d'habitude. Me revoici. Cool. Génial. Super. Bienvenue. Yeah. Bon, sur le premier panneau, on expliquerait comment on devenait esclave en Guyane. Ouais, la capture, la route des esclaves depuis l'intérieur jusque sur les côtes de l'Afrique. Le rôle joué par les royaumes négriers. Leur achat par des négriers européens, leur traversée dans des conditions abominables. Bof. Quoi? Ça ne te plaît pas? Ben, après, on explique leur vente comme du bétail en Guyane. Tout à fait. Oui. Puis, un panneau sur l'arsenal coercitif, les rôles du code noir et de l'église pour maintenir en servitude. Et ouais, c'est très bon ça. Un troisième sur le travail des esclaves, les nègres de pelle, les nègres à talent, les domestiques. Excellent, je note ça. Super toutes tes propositions. Et je suppose un dernier sur leur quotidien, leurs nombreuses manières de résister. Parfait, je valide. On va bluffer, monsieur Artaud. Je pense que les repères chronologiques de la période doivent aussi figurer. Déjà, en 1652, première présence attestée d'esclaves dans la colonie. Les abolitions, celle de 1794 et la définitive en 1848. Le rétablissement sous Bonaparte. Vous voulez vraiment faire ça? C'est d'un commun. Pourquoi? Tu as mieux à nous proposer? Oui. Timbo. Qu'entends-tu par Tumbo? Timbo. C'est le nègre du gouverneur de Serge Patient. Ok. Et le rapport avec notre dossier pour le jeune historien guyanais? Donc, le terme cette année est esclave en Guyane de 1652 à 1848. Timbo est justement un esclave en Guyane, au moment du rétablissement de 1802. D'accord. Tu proposes donc qu'on bâtisse notre exposé autour de ce personnage? Mais avons-nous suffisamment d'éléments sur Timbo? Écoutez, de l'avis unanime, Timbo fut jugé une belle pièce. Il était de nation bantou, il avait le torse puissant, la denture saine, les attaches fines. Il se tenait droit sur l'estrade, revêtu seulement de son calimbé, une manière de pagne nouée autour des hanches. Très intéressant ce passage. C'est vrai. On sait d'emblée qui est Timbo. Il est né en Afrique. C'est donc un nègre de traite. Un beau sale, pas un nègre créole. Il est vendu sur une estrade de bois, place d'ébène à Cayenne. Pas un trait de son visage ne trahissait l'émotion. Impassible, il se laissait palper, tâter, ausculter par le commissaire-priseur. Son acheteur est un colon d'origine anglaise, M. Stanley, Drôle de bonhomme celui-là. Sa femme? N'en parlons pas. ancien capitaine négrier. Il est devenu planteur. C'est-à-dire maître d'une habitation. Accessoirement, il est le maître de Timbo. Et Madame Stanley, la maîtresse de Timbo. Elle l'asticota d'agacerie féline, faisant sourdre de ses entrailles comme un geyser le désir. La bête... Stop, ça suffit. On s'éloigne du sujet. J'adore ce passage. Timbo apprend surtout de Madame Stanley à s'exprimer correctement. Il a compris que la maîtrise du français est une clé, lui permettant de pénétrer la société des maîtres. D'une certaine manière, Timbo se libère peu à peu dans le roman, grâce à la culture. Il dit que la culture agit sur lui comme une hache d'écarisseur. Il se mue ainsi en domestique, distingué et zélé. Puis un laquais lorsqu'il rencontre le gouverneur Victor Hugues. Dès lors, il porte des escarpins, alors que le Code noir spécifie que tous les esclaves doivent toujours aller pieds nus. Faut dire que ce règlement royal est rarement appliqué à la lettre en Guyane. Les maîtres doivent fournir des vêtements ou de quoi en fabriquer à leurs esclaves. Pourtant, les esclaves de pelle des habitations travaillent quasiment nus, vêtus d'un simple calambert. Rien à voir avec les nègres urbains qui montrent tant d'élégance qu'ils font ombrage aux blancs. Aussi, on leur impose des tissus de moindre qualité. Devenu soldat du gouverneur, Timbo est d'une telle élégance que Victor Hugues lui-même peine à le reconnaître. Les maîtres doivent nourrir leurs esclaves.
Pour échapper à cette obligation, il leur attribue un abbati et instaure le samedi nègre. Un samedi après-midi par quinzaine pour qu'ils produisent leurs aliments et c'est des invalides et vieillards. Pourtant, et aussi, les maîtres ont l'obligation de les nourrir. Les cases des esclaves sont généralement alignées le long d'un chemin menant à la maison du maître. La fameuse rue Cazenègre. Chimbo vit dans un bungalow dans le jardin du maître Stanley. Comme tout domestique d'une habitation, suffisamment proche pour entendre un éventuel appel du maître. Et quand le gouverneur l'emmène sur Cayenne, Chimbo vit dans la maison même du procureur Barrel. C'est l'un des signes de son incroyable ascension sociale. Les nègres urbains habitaient généralement dans un bâtiment séparé au fond de la cour. Alors que la chambre de Chimbo n'est séparée de celle de la fille des Barrel que par une cloison. Ah, Virginie. Leur baiser sur les remparts. Ça va, on a compris. Encore un passage que tu adores. Notre personnage habitant la maison du procureur bénéficie donc d'un régime très spécial. Normal, Chimbo est sergent des chasseurs noirs. Il a 30 soldats sous ses ordres. Des esclaves armés et logeant dans une remise au fond de la cour de la résidence du gouverneur. Construite par les jésuites, c'est notre ancienne préfecture. Étonnant, cette milice du gouverneur, uniquement composée d'esclaves, non, Pas tant que ça. Si le code noir interdit d'armer les esclaves, dans les faits, certains le sont. Déjà pour la chasse, mais également pour la traque de nègres dangereux. Ainsi, en 1827, les chasseurs ayant tué les nègres assassins, un rey touche une prime. et l'auteur du tir décisif, un certain Onésime, est affranchi puis il intègre la police. Chimbo monte en grade et devient lieutenant, donc un officier de l'Empire. Car en 1804, Napoléon Bonaparte s'est proclamé empereur. La mission que Victor Hugues confie à Chimbo est périlleuse. Il s'agit de rejoindre la fameuse bande du changement, celle de Pompée. Ce nègre marrant inquiète monsieur le gouverneur, car il pense. Et surtout propose une société alternative à celle esclavagiste. D'habitude, on envoie d'abord des religieux jouer les intermédiaires. Car les marrons respectent les personnes d'église. Il propose aux marrons, en échange de leur reddition, une amnistie. Bon, en clair, il leur faut passer un message. Les autorités savent où vous êtes. Si vous acceptez de redevenir de gentils esclaves, les sanctions que vous encourez seront effacées. C'est exactement l'offre que Chimbo doit faire à Pompée une fois qu'il aura rejoint son camp au-dessus du sceau Brodel. N'étant pas homme d'église et qui plus est chasseur noir, sa mission s'avère difficile. Comment Pompée va-t-il percevoir Chimbo et ses chasseurs noirs? Chimbo a de l'admiration pour Pompée. Tous les deux sont intelligents et ont refusé la condition d'esclave. Si Pompée marronne, c'est pour se libérer. Et si Chimbo cherche à devenir l'égal des Blancs, c'est aussi pour se libérer. Comment va se passer leur rencontre? Serge Patient ne le dit pas. J'espère que Pompée ne verra pas en Chimbo un traître. Pourvu qu'il ne lui arrive rien de mal. Moi, je ne comprends pas qu'il retourne avec Lady Stanley. D'autant qu'elle est mariée, et si son mari l'apprend... Pourquoi il ne demande pas la main de Virginie? En plus, le procureur Barrel est homme à... Non mais, ce n'est pas un peu fini les garçons. Tout ce que l'on sait, c'est que Pompée et les siens ne se rendent pas. Oh, Chimbo ne sera pas promu capitaine alors? Et pour la main de Virginie, c'est donc cuit. Pompée échappe à plusieurs reprises à la troupe de Victor Hugues. Sa cavale dure près de 20 ans. Il n'est capturé qu'en 1822 sous le gouverneur Lossa et condamné à mort. Oui, mais à la surprise générale, Lossa implore la clémence du roi. Pompée et les siens sont graciés. Et Chimbo alors? Et Madame Stanley? Et Virginie! Ah là 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 là. Avec une équipe pareille, ce n'est pas gagné.